Un homme venait d'apparaître, vêtu d'un costume taillé au millimètre, cravate noble ornée d'un insigne doré, col impeccable, mâchoire anguleuse. Il la toisait de haut, d'un regard aussi tranchant que l'acier, un regard qui figeait le temps. Le sang d'Éphérène ne fit qu'un tour. Elle vacilla, à 2 doigts de perdre connaissance. Ses camarades avaient déjà pris la tangente, s'éclipsant comme des ombres. Deculin ordonna alors à Éphérène de s'écarter. Mais au lieu de fuir, Éphérène sentit une étincelle s'allumer en elle. Elle mordit sa lèvre, raffermit sa prise sur la proposition, et malgré l'hésitation initiale de ne tendre qu'une main, elle leva finalement les deux, dans un geste formel. Elle présenta le document à Deculin, avec toute la politesse qu'elle pouvait rassembler. Elle expliqua qu'elle souhaitait créer un club, et qu'elle avait besoin de sa signature, en tant que professeur référent. Elle ajouta qu'elle ne comptait pas le déranger davantage, mais que les autres enseignants refusaient de soutenir un projet destiné aux élèves du peuple. Il ne lui restait plus que lui. Les bras d'Éphérène tremblaient légèrement sous la pression de ce silence lourd, imposé par la simple présence de Deculin. Sans un mot, il signa le document, le lui rendit d'un geste sobre, et indiqua qu'elle devait compléter les informations avant de le déposer à son bureau. Puis il tourna les talons, s'éloignant sans même un regard en arrière. Éphérène resta là, immobile, fixant sa silhouette s'effacer au loin. Ses camarades réapparurent, ébahis. Ils peinaient à croire qu'elle avait réellement obtenu la signature de Deculin, un homme connu pour son indifférence absolue, qu'il s'agisse de noble ou de roturier. Il était 15 heures, et l'atmosphère dans la salle de classe de la Tour des Mages, section A, était chargée d'électricité. Deculin, fidèle à lui-même, enseignait avec une rigueur quasi militaire. Il expliquait que les éléments constituaient le fondement de toute magie. Beaucoup, disait-il, n'avaient toujours pas compris la différence entre les catégories de magie et les éléments purs. Pour illustrer ses propos, il prit l'exemple d'une simple flamme. Mais dès lors qu'on utilisait cette flamme dans un sort offensif, cela devenait de la magie élémentaire. Il annonça ensuite qu'il allait enseigner un sort à toute la classe. Un claquement de doigts suffit, la pièce s'assombrit instantanément. Dans cette obscurité, une flamme apparut, vive, pure, presque vivante. Ce sort, déclara-t-il, était l'un des plus difficiles à maîtriser. C'était une démonstration réelle, ambitieuse, de manipulation magique. Il affirmait que cette méthode, brillante et novatrice, élargissait la compréhension des arcanes, même pour les plus doués, comme Sylvia, dont les talents innés l'avaient dispensé du plaisir d'apprendre par l'effort. Il poursuivit en montrant un cercle magique classique, utilisé pour invoquer de l'eau. Mais en y intégrant certaines lignes du cercle de feu, quelque chose d'étonnant se produisit. Le feu semblait couler, comme de l'eau, un phénomène presque impossible à croire. Il insista, cette leçon regorgeait de théories condensées. À ses yeux, les mages véritablement brillants agissaient par instinct. Pour eux, la théorie était une cage. Si l'on se contentait de reproduire les schémas existants, la magie stagnait, elle devenait prévisible et figée. Mais cette stagnation, affirmait-il, n'arrivait jamais, parce que le trop-plein de théories privait les mages de pratique. Chercher à comprendre la magie par la seule analyse était selon lui, une impasse. Cela nuisait à l'émergence des véritables maîtres. Le paradoxe de la magie, disait-il, c'est qu'elle exige une intuition rare, mais que cette intuition, justement, ne peut être transmise. Et pour quelqu'un comme lui, dont les capacités avaient toujours été remises en question, offrir un cours aussi rigoureux relevait presque de l'exploit. Sous le choc de ce qu'elle avait appris en cours, Éphérène regagna son dortoir, le cœur encore battant. En approchant, elle s'arrêta net. La porte était couverte d'injures griffonnées avec rage. Devant, posé sur le sol, un certificat de parrainage semblait attendre. Elle songea que vu l'agitation qui l'entourait, personne n'aurait l'audace de lui offrir un tel soutien. Pourtant, le destin facétieux semblait décidé à la surprendre. Avec les puissantes familles Ylade et Deculin qui l'épiaient sans relâche, qui oserait s'engager à ses côtés? Cela semblait insensé. Déterminée, elle décida d'utiliser ce certificat qu'elle soupçonnait falsifié, pour dénoncer certains élèves auprès de l'administration de l'académie, les accusant de fraude ou de tentative de sabotage. Résolue, elle se dirigea vers le bureau administratif de Rota. Là, on lui assura que le parrainage était authentique. Cette nouvelle aussi soudaine qu'inespérée, la plongea dans une euphorie qu'elle peinait à contenir. Était-ce réel? Elle se demandait si elle ne nageait pas en plein rêve. Une crainte diffuse l'envahit à l'idée que d'autres découvrent cette chance inouïe. Sans perdre une seconde, elle regagna sa chambre, fébrile, et commença à rassembler ses affaires, prête à saisir cette opportunité à tout moment. En repensant à l'employé croisé plus tôt, elle se demanda s'il n'avait pas tenté de la charmer, attirée par cette fortune soudaine. Était-ce l'émotion qui lui jouait des tours? Dans sa hâte, elle se cogna la tête, mais une pensée persistait, quelqu'un, quelque part, avait enfin vu son talent. Peut-être qu'il restait dans ce monde souvent cruel, des personnes capables de reconnaître la valeur d'une autre, peut-être qu'il existait encore, quelque part, un peu de bonté. Un peu plus tard, c'est dans le quartier résidentiel que les choses avaient continué à se compliquer. La jeune Yériel, la sœur de Deculin, était complètement dépassée. Son frère avait encore été traîné du côté de l'hôtel des ventes.
La dernière fois qu'il y était allé, il avait dilapidé plus de 10 millions dans des objets aussi étranges qu'inutiles. Mais cette fois, il avait une raison valable. Ses recherches magiques exigeaient un certain type de métal rare. Le reste de ces matériaux n'était qu'une solution temporaire, un compromis bancal. En consultant la liste d'objets murales, il avait soudain aperçu une silhouette familière, sa fiancée. Oui, elle aussi était là. Le regard qu'elle lui lança dès qu'elle le vit, glaçant. Si un simple regard pouvait invoquer un sort de classe S, elle aurait pulvérisé la salle entière. Et pourtant, malgré son ressentiment, c'était bel et bien grâce à des manœuvres obscures qu'elle en était arrivée là. Elle ne pouvait pas le nier. Julie mentionna la rumeur qui courait. Deculain avait récemment dénoncé 2 étudiants au comité de discipline pour des affaires de nuisance. Elle en fut profondément outrée. Pour elle, il avait ruiné l'avenir de jeunes mages prometteurs. Elle lui lança dans un souffle à peine contenu que ses actes lui vaudraient un jour un retour de bâton. Une sorte de karma façon Fullmetal Alchemist, inévitable. C'était sa manière à elle de lui faire comprendre qu'elle avait très probablement pris son parti dans toute cette affaire. Ce fut à ce moment-là que Deculain sentit naître en lui une résolution. Il devait clarifier les choses avec elle. Et puis, peu importait à quel point Julie était belle, cela ne pourrait jamais le convaincre d'épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas. Autour de lui, la mort rôdait en permanence, même un mariage pourrait se transformer en funérailles. Il en avait pleinement conscience. Mais Julie n'avait pas sa place ici, il en était persuadé. D'un ton posé, il lui demanda si elle était venue uniquement pour lui parler de ça, rien de plus. Prise de panique, elle se précipita pour s'expliquer. Elle voulait juste trouver un objet, un artefact rare, ou peut-être simplement regarder, rien de plus. Deculain l'avait à peine écoutée. Elle avait changé, mentalement. C'était la première fois qu'il la voyait dans cet état, et c'était mignon. Il comprit alors. Il se pourrait bien que les sentiments que Deculain lui avait autrefois réservés, se soient maintenant transférés sur lui. Il avait tout fait pour s'en protéger, mais les choses finissent toujours par déraper, n'est-ce pas? Et pourtant face à Julie, il ne ressentait rien. Aucun frisson, aucun battement de cœur. Peut-être que son esprit extrapolait. La voix grave du maître de cérémonie se fit entendre, l'enchère allait commencer. Le premier objet présenté, un vase ancien, lustré, aux reflets dorés. Un artefact magique, sans aucun doute. De ceux qu'on voit briller dans un épisode de Hunter x Hunter, mais qui explose dès qu'on les fleure. Un premier enchérisseur annonça 1,5 million. Deculain sans hésiter, leva sa plaquette, numéro 777, il proposa 2,5 millions, net. Aucun clignement d'œil, aucun remords. On aurait dit un milliardaire désabusé, dépensant des fortunes pour un simple clin d'œil, mais ce n'était que le début. Deculain enchaîna, une bague, une paire de ciseaux magiques, un collier gravé d'anciens symboles elfiques. Le public n'en revenait pas. Ce numéro 777 n'était autre que le professeur Deculain. Mais Julie dans un coin, était loin d'être impressionnée. Pour elle, ce n'était qu'un bluff de riche, un type incapable de tempérance ou d'élégance. Il n'était venu que pour acheter un unique feu hivernal, et voilà qu'il collectionnait les achats comme s'il jouait à un gacha game en mode illimité. Et maintenant, l'objet suivant mis aux enchères n'était rien de moins qu'un fragment de neige d'hiver. Un silence presque solennel s'était abattu dans la salle. Ce matériau rare cristallin et d'un éclat glacé, était un métal précieux d'importance mondiale, surtout prisé dans la fabrication d'armes blanches. Pour les artisans forgerons, seule la peau de dragon le surpassait en valeur. Et bien sûr, Deculain, dont la magie nécessitait exactement ce composant, avait immédiatement fixé son regard dessus. Cependant, il n'était pas le seul à porter son intérêt. Sans perdre une seconde, Julie fit grimper le prix à 30 millions, laissant penser à tout le monde qu'elle voulait simplement marquer le coup. Mais ce n'était que le début. Le numéro 777 surenchérit aussitôt à 31 millions. Ce chiffre entendu à de nombreuses reprises ce jour-là, intriguait tous ceux qui, comme Julie, ignoraient l'identité de cette mystérieuse personne, et pourquoi elle tenait tant à lui faire concurrence. Très vite, une chose devint claire. À chaque nouvelle enchère de Julie, le numéro 777 répondait aussitôt. Le public crut que Deculain essayait simplement de gagner un cadeau pour sa fiancée. Certains l'encouragèrent même à laisser tomber, affirmant qu'un véritable geste d'amour, c'était aussi savoir céder. C'est à ce moment-là que Deculain comprit qui se cachait derrière cette concurrence farouche, Julie elle-même. Et soudain, il paniqua. S'il gagnait cette enchère, est-ce qu'elle ne risquait pas de le haïr davantage? Est-ce que cela allait sceller une fois de plus, le gouffre entre eux? Cette pierre mise en vente une fois tous les 3 ans, était pourtant trop cruciale. Malgré le risque, il devait l'obtenir. Finalement, il l'emporta à 42 millions. La salle éclata d'un mélange d'étonnement et d'admiration. Tout ça pour un cadeau de fiançailles? L'intensité de la bataille avait plus évoqué un duel final de Schneen qu'un simple geste romantique. Julie, elle, sentit l'angoisse remonter. Ce scénario, c'était le même qu'1 an auparavant, et elle n'en voulait plus. À l'époque, lors de leur fiançailles, Deculain avait acquis d'innombrables joyaux pour les lui offrir, comme s'il achetait son amour à coups de carat. Il avait d'afficher un air si suffisant, presque hautain, lui donnant l'impression d'un seigneur des gemmes en mode « Si tu veux des pierres précieuses, c'est chez moi qu'il faut venir ».
Julie s'était sentie humiliée. Elle ne voulait pas de ses bijoux. Et de Culain, lui, aurait dû savoir ce qu'elle désirait vraiment. Depuis cette dispute, tout le monde connaissait l'histoire. On ne parlait que des rumeurs entourant les folies de Culain en salle des ventes. Était-ce pour satisfaire sa fiancée ou pour remplir des conditions de mariage? Était-ce par amour ou pour asseoir son honneur au sein des chevaliers de l'ordre? Quoi qu'il en soit, Julie n'en pouvait plus. Elle croyait que de Culain allait une fois de plus parader devant elle avec sa neige d'hiver fraîchement achetée. Mais à sa surprise, il s'excusa. Oui, de Culain, celui dont on disait qu'il préférait mourir que d'admettre ses torts, lui présenta ses excuses, puis repartit aussitôt. Julie pensa avoir mal entendu. À peine sortie de la salle, elle vit une voiture l'attendre. Sa sœur Joséphine lui fit signe de monter. Et pendant ce temps, dans un coin, sa sœur Yériel faisait une scène. Elle venait de découvrir que de Culain avait utilisé l'argent destiné à l'achat d'une mine pour ses enchères absurdes. Lui, l'air confus, expliquait qu'il ignorait avoir autant sur son compte personnel, mais que ce n'était pas grave, cette pierre allait lui rapporter gros. Mais Yériel explosait. Elle lui hurla que depuis la mort de leurs parents, elle n'avait jamais eu une vie normale. Pas d'université, pas d'amour, rien. Juste les dettes, les problèmes et le fardeau d'un frère qui dépensait comme dans un gacha de luxe. Elle lui lança au visage. « Tu crois que je suis ta poubelle? Tu veux que je passe ma vie à nettoyer tes conneries, c'est ça ?» De Culain restait figé, réalisant qu'il glissait lentement vers le rôle du méchant de sa propre histoire. Comme dans ces jeux où toutes tes décisions t'entraînent vers la mauvaise fin. Il tenta de se défendre. Il évoqua un jeu qui permettrait à Yériel de devenir chef de famille à sa place. Elle le regarda abasourdie, pensant qu'il parlait d'un jeu mobile. Mais lui, sérieux, proposa même de signer un pacte. « Si je ne tiens pas ma promesse, j'en mourrai. » Yériel comprit alors que quelque chose ne tournait pas rond. Pas chez lui, chez eux tous. Et sans un mot de plus, elle partit. Elle allait devoir maintenant trouver une solution au gouffre financier laissé par son frère. Le système afficha un message froid, +2 au compteur des morts imprévues. Mais pour de Culain, ce rôle de chef de famille n'avait jamais eu la moindre importance. Chaque événement, chaque accident, ne faisait qu'ajouter à l'imprévisible, et rien ne semblait l'approcher de la libération. Il comprit alors que ce soi-disant « changement » dont on lui parlait n'avait rien d'un vœu pieux. Non, c'était un piège maquillé en destin. Juste à côté de la fenêtre, un invité non convié était apparu, Ganesha. Elle disait n'être que de passage, curieuse de ce qui se tramait ici. Quand elle apprit la nouvelle, de Culain haussa les épaules. Pour lui, ce n'était rien de bouleversant. Il estimait même que Yériel ferait une meilleure chef de famille que lui. Mais ce qu'il apprit ensuite changea tout. Yériel ne possédait pas le sang des Yuklen, cette lignée si particulière. Il avait fixé Ganesha, presque choqué. Ce genre de paramètres, ça n'existait pas dans le jeu. Et pourtant de base, Wojin savait que Yériel n'était pas la sœur biologique de Culain. Mais de savoir qu'elle n'avait pas du sang des Yuklen, c'était trop. Ganesha quant à elle, s'étonnait, n'était-ce pas justement cette histoire de lignée que de Culain leur avait demandé d'enquêter? Il confirma, mais ajouta que lien de sang ou non, Yériel resterait toujours sa sœur. Cette phrase, Ganesha ne l'avait pas vue venir. Elle lui lança un sourire en coin, pas moqueur, presque complice, et promit de garder le secret. Avant de partir, elle laissa un message. Le groupe des 6 têtes de serpent est déjà en mouvement. C'est une branche criminelle célèbre, chaque membre vaut son pesant d'or. Leur prime ne cessait de grimper. Et désormais, il s'était mis en tête de mettre la main sur un objet mystérieux repéré dans une salle des ventes. La question restait entière. Est-ce que l'achat de Culain arriverait intact jusqu'à son manoir? Ganesha laissa derrière elle une simple feuille pliée, puis disparut comme elle était venue. De Culain repensa à Yériel. Il savait désormais qu'elle n'était pas liée à lui par le sang, mais cela n'avait aucune importance. Que ce soit ou non sa sœur de sang, elle resterait sa sœur, point final. À ses yeux, cette vérité suffisait. Pendant ce temps, Ganesha rejoignit ses compagnons. Elle leur dit que quelque chose avait changé chez de Culain. Il parlait désormais comme un vrai humain, et son aura n'était plus tout à fait la même. Personne ne s'y attendait, de Culain avait finalement besoin de cette année. Et tant qu'il n'était pas une menace, c'était une bonne nouvelle. Ganesha emmena donc son groupe. Elle leur rappela de ne pas ébruiter ce qu'ils avaient entendu, surtout cette histoire de fratrie, puis traça un cercle magique. Tous disparurent dans un éclat de lumière. Le lendemain, à l'Académie de magie, de Culain ne pouvait toujours pas se débrouiller seul pour les tâches du quotidien. La bonne nouvelle, c'était que la boutique du système était désormais ouverte. La mauvaise, c'était que son solde était désespérément vide. Il aurait pu y acheter de quoi améliorer ses capacités. Mais dans ce monde, même les antagonistes pouvaient profiter de la boutique. En moyenne, un joueur n'y avait accès que 6 fois. Chaque boutique n'autorisait qu'un seul achat, et chaque palier coûtait le double du précédent. En somme, un mauvais achat, et c'était game over. Impossible donc de gâcher cette occasion. De Culain poursuivait son entraînement physique et à l'épée, chaque jour. Mais malgré ses efforts, il n'était toujours pas de taille face aux vrais ennemis de ce monde. C'est à ce moment-là qu'Allen, son fidèle assistant, arriva avec un journal à la main.
Sur la couverture, un avis de recherche, Lockhart. L'assassin de mages redouté depuis les premières heures du jeu. À l'époque, c'était un véritable fléau dans le premier quart du jeu. Mais Deculain n'était plus ce qu'il était. Il sourit et rassura Allen, inutile de s'en faire. Avant de partir à la bibliothèque, il lui demanda en passant s'il voudrait devenir assistant. Allen répondit sans hésiter, bien sûr que oui. Deculain hocha la tête et sortit alors un bracelet orné de l'insigne des Yuclènes, un symbole fort. Il le tendit à Allen, presque solennellement. Allen n'en croyait pas ses yeux. Lui, un simple assistant, venait de recevoir un objet appartenant à cette famille légendaire. Il remercia chaleureusement Deculain. Mais ce dernier ne voulait pas que ce talent se perde. Tous les autres s'étaient enfuis, il ne voulait pas voir Allen l'abandonner à son tour. Il lui lança alors une liasse de billets en lui disant d'aller se chercher à manger. Allen était encore sous le choc, il venait non seulement de recevoir un titre, mais aussi de l'argent de poche. C'était un rêve. Deculain se rendit à la bibliothèque réservée aux professeurs de haut rang. Il avait encore en tête les failles de la dernière thèse qu'il avait consultée. Il voulait corriger ses lacunes, combler les vides. Il entra dans la salle, déterminé, et tomba nez à nez avec quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à trouver là. Sylvia. Il n'eut pas besoin de hausser le ton. Sa simple question fusa, tranchante. Que faisait-elle ici? Et visiblement, elle non plus ne s'attendait pas à tomber sur lui. 10 minutes plus tôt, Sylvia s'était rendue à la bibliothèque pour y retrouver de la documentation. Mais à son arrivée, un membre du personnel l'avait arrêtée et ne l'avait laissée entrer qu'après avoir contacté le professeur assistant de sciences auxiliaires pour confirmation. Sylvia, passionnée par la littérature antique et les langues oubliées, cherchait des ouvrages rares combinant ces deux thèmes. Depuis leur quasi-disparition, ces romans étaient devenus introuvables. C'était précisément cette rareté qui l'avait poussé à venir ici, sans imaginer qu'elle tomberait nez à nez avec Deculain lui-même. À peine l'avait-il aperçu qu'il l'avait interpellée, son ton trahissant une irritation à peine contenue. Il exigea de savoir ce qu'elle faisait ici. Est-ce qu'elle cherchait encore à se faire convoquer devant le comité disciplinaire? Sylvia tenta de se justifier, expliquant qu'elle avait également reçu l'autorisation du professeur assistant pour consulter certains livres. Deculain, impassible, répliqua que même les professeurs n'étaient pas au-dessus du règlement. Et si l'un d'eux pensait pouvoir y échapper, il méritait également d'être sanctionné. Sans plus attendre, il utilisa la télékinésie pour arracher le livre des mains de Sylvia. En voyant le titre, ses sourcils se froncèrent. Le roman en question était une œuvre romantique écrite par l'énigmatique Anime French, un auteur réputé pour ses intrigues aussi complexes que les dialogues d'un anime de Makoto Shinkai. Sylvia protesta que ce n'était pas pour s'amuser qu'elle lisait ce livre, mais pour approfondir ses recherches en linguistique et en stylistique littéraire. Après un silence pesant, Deculain finit par lui rendre l'ouvrage, mais son regard restait glacial. Il la mit en garde, qu'elle n'ose plus mettre les pieds ici. La prochaine fois, il la ferait expulser sans ménagement. Et si elle ne voulait pas qu'on pense qu'elle abusait de l'influence de sa famille, elle ferait mieux d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Après son départ sec et froid, Sylvia resta figée un instant, humiliée. Elle avait la désagréable impression que Deculain avait voulu la rabaisser devant tout le monde. Puis, une autre pensée s'imposa à elle, comment connaissait-il Anime French? Cet auteur était réputé pour ses écrits si tortueux que même les professeurs les plus érudits en perdaient leur latin. Quelques jours plus tard, les étudiants partirent pour un cours pratique en extérieur. Le lieu choisi, la montagne obscure, un endroit aussi lugubre que chargé en énergie magique. Ce site, situé à une certaine distance de l'université de la Tour des Arcanes, servait à l'entraînement sur le terrain et à la collecte de matériaux magiques. Mais il était aussi réputé pour ses nombreuses espèces toxiques et ses créatures dangereuses. Plusieurs professeurs de garde et patrouilleurs y étaient constamment en poste. Ce jour-là, le professeur assistant fit remarquer qu'il manquait encore un professeur pour le tour de garde de la semaine. Il demanda l'avis de Deculain, qui après un soupir discret, finit par accepter. L'assistant ne put s'empêcher de le complimenter, un vrai modèle pour tous les enseignants. Le système confirma alors la mission, donjon actif, les ténèbres de la tour magique. Deculain, de son côté, sentait que quelque chose dans cette montagne l'attirait inexorablement. Il savait que la nuit tombée, ce lieu devenait particulièrement dangereux, comme si la montagne elle-même exhalait une malédiction. Après plusieurs heures de cours en extérieur, l'exercice fut jugé un succès. Éphérène, qui venait de recevoir une somme d'argent colossale, invita ses camarades à un banquet. Personne ne voulait croire qu'elle puisse payer de sa poche, même dans un isekai, ça aurait eu l'air louche. Julie déclara aussi que leur demande officielle de création de club et leur formulaire d'aptitude mentale avaient été validés. Certains savaient que des camarades étaient partis en exploration du côté de la montagne des ténèbres, mais tout le monde le savait, cet endroit était propice aux accidents. Soudain, une voix étrangement terrifiante se fit entendre, comme venue du lointain. Tous l'entendirent, le son provenait clairement de la montagne obscure. Ni une ni deux, Éphérène s'élança vers la source du bruit. Julia et d'autres tentèrent de la suivre, mais la perdirent de vue. Éphérène, elle, atteignit un endroit étrange. Là où, quelques instants plus tôt, elle était encore en pleine ville dans la rue des Cafés. Elle se retrouvait à présent dans une zone qu'elle ne reconnaissait pas.
C'est alors qu'un cri de détresse retentit. Une femme aux cheveux longs dont on ne voyait pas le visage apparut devant elle. Quelque chose dans son allure n'allait pas. Puis sans avertissement, la femme poussa un hurlement glaçant. Éphérène, d'abord paniquée, crut qu'elle avait été mordue par un serpent ou qu'elle jouait la tsundere possédée. Heureusement, Deculain arriva à cet instant. Éphérène lui demanda pourquoi il avait attaqué une simple civile. Mais Deculain l'invita à regarder de plus près. La silhouette féminine avait laissé place à une créature monstrueuse. Ce n'était pas une humaine, c'était un démon, dissimulé sous une illusion. Deculain expliqua que c'était une illusion démoniaque, une magie de tromperie très puissante. Il utilisa alors ses pouvoirs psychiques pour l'éjecter violemment contre une paroi rocheuse. La chasse au démon pouvait commencer. Il savait que ce démon était enragé de ne pas avoir réussi à capturer sa proie. Il devenait incontrôlable et malgré la distance, poursuivait Deculain avec une rage effrayante. Ce dernier sentait que son propre corps réagissait étrangement, comme si quelque chose en lui bouillonnait. Il comprit alors, ce démon était un illusionniste aguerri, mais incapable de se camoufler pendant le combat. Le sang qui circulait dans ses veines l'empêchait de garder le contrôle. Une caractéristique bien connue des Yuklen, une fois face à des démons, leur lignée particulière se manifestait, jusqu'à leur exécution finale. On racontait qu'il existait un pouvoir capable de purifier la magie démoniaque, ou même les démons eux-mêmes. Mais une fois purifiés, ces derniers perdaient toute essence maléfique, au point de ne plus servir à grand-chose, pas même à améliorer un pendentif maudit. Cependant la personnalité du lanceur s'en trouvait profondément altérée. Pour Deculain, cela semblait lié à une affaire de lignée, une frontière de sang à ne jamais franchir. Et face à ce démon il savait qu'il lui était interdit de détourner le regard. C'était l'instant précis où l'héritage entrait en résonance avec le destin. Lorsque les vagues démoniaques revinrent à la charge, Deculain n'hésita pas, il élimina le démon d'un seul coup. À ce moment-là, il reçut une notification d'accomplissement de quête, il avait débloqué l'attribut Yuklen et une pièce de magasin. Peu importait, ce démon avait osé se repaître d'immondices avant de mourir, comme pour souiller une dernière fois ce monde. Mais Deculain n'y comprenait plus rien, tout s'enchaînait trop vite. Le jeu venait de commencer, un jeu dont il ignorait encore les règles. Éphérène se réveilla dans un lit d'hôpital. Encore sous le choc, elle demanda à l'infirmière en face d'elle ce qui s'était passé. L'infirmière lui raconta qu'elle avait été sous l'emprise d'un démon et s'est évanouie. Ce n'est que bien plus tard qu'elle avait été retrouvée et conduite à la clinique. Suite à cela, la montagne des ténèbres avait été bloquée. L'Académie de la Tour des Arcanes était désormais en pleine enquête. Mais ce qu'Éphérène n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi Deculain, encore lui, était mêlé à toute cette histoire. Elle apprit alors qu'elle était restée inconsciente pendant 36 heures. Et aujourd'hui, c'était déjà mercredi. En songeant à son retard, Éphérène se redressa brusquement et sortit précipitamment. Julia, qui était venue lui rendre visite à l'infirmerie, l'attendait également. Lorsqu'elles étaient passées plus tôt, Éphérène était encore plongée dans le sommeil. À son arrivée en classe, elle remarqua aussitôt que l'agencement des lieux avait changé. Deculain fit son entrée, accompagné d'un inconnu. Elle se demanda qui cela pouvait bien être, mais Deculain annonça d'un ton calme qu'il s'agissait du nouvel assistant désigné. L'ambiance changea instantanément. Les murmures se répandirent dans toute la classe. Jamais ce professeur n'avait eu besoin d'un assisté désigné. Cela lui fit penser à son père. Si elle pouvait devenir assistante, peut-être réussirait-elle enfin à passer la fameuse évaluation des professeurs. Peut-être pourrait-elle, elle aussi, s'attendre à un avenir prometteur. Elle se rappela que son père, resté simple chercheur jusqu'à ses 30 ans, n'avait jamais eu cette chance. Elle ne comprenait décidément pas pourquoi Deculain avait soudainement nommé un parfait inconnu comme assistant. Mais Deculain n'était pas du genre à se justifier. D'un ton autoritaire, il annonça que le cours du jour serait une évaluation physique. Objectif, résoudre le sujet en moins de 3 heures. Allen, l'assistant, commença alors à distribuer les objets nécessaires à l'exercice. Éphérène regarda le bracelet qu'elle venait de recevoir, perdue dans ses pensées. Pour Deculain, que représentait vraiment son père? Pourquoi ne lui avait-on jamais laissé la moindre chance? Pourquoi l'avait-on laissé sombrer dans une vie aussi amère? Tandis qu'elle s'égarait dans ses pensées, Sylvia termina l'exercice en à peine 25 minutes. D'un simple coup d'œil, Deculain déclara que le résultat était parfait et lui permit de partir en avance. Avant de sortir, Sylvia jeta un regard à Éphérène visiblement en difficulté et afficha un sourire empreint d'assurance. Éphérène, piquée au vif, serra les dents. Elle voulait, elle aussi, en finir rapidement. Les 3 heures suivantes virent les camarades de classe achever leurs exercices un à un et quitter la salle. Éphérène, elle, restait seule. L'heure de fin de cours arriva, et elle n'avait encore rien accompli, même Sylvia l'avait surpassée. Elle n'en revenait pas, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle en vint à douter d'elle-même, à se demander si elle n'était pas incapable de réussir quoi que ce soit. Si elle ne parvenait même pas à décrocher son diplôme de l'académie, à quoi bon rêver de vengeance? Résolue à abandonner l'exercice, elle s'apprêtait à quitter la salle lorsque Deculain la retint d'une voix grave. « 5h47, tu comptes me faire attendre encore longtemps ?» Éphérène ne s'attendait pas à ce que Deculain fût encore là.
Celui-ci la réprimanda sèchement, lui reprochant d'avoir perdu son sang-froid pour un travail aussi simple. Éphérène baissa la tête et s'excusa. Deculin lui déclara alors que son ennemi se trouvait juste devant elle, en train de se moquer d'elle, et pourtant elle restait indifférente. Il ajouta que c'était terriblement décevant, qu'elle ne toucherait jamais de toute sa vie, ne serait-ce que le bout de ses orteils. Et avant de partir, il lui lança une dernière phrase, empreinte de désillusion, elle l'avait beaucoup déçu. Il avait cru qu'elle était un joyau brut, mais elle n'était plus qu'un éclat sans éclat. Seule dans la salle vide, Éphérène repensa longuement à ses paroles. Elle l'avait visiblement touché au plus profond. Prise d'une impulsion farouche, elle serra les poings, mordit ses lèvres, et se remit au travail. Elle en était persuadée, elle pouvait y arriver. À l'extérieur, Deculin, qui savait qu'Éphérène avait les capacités, attendit. Bien qu'elle ait mis plus de 6 heures à terminer l'épreuve, il savait que cette épreuve était nécessaire. Ce genre de situation, après tout, forgeait ceux qui devaient grandir. Depuis l'apparition des démons au monde des ténèbres, la trame principale s'était enclenchée. Une époque d'agression sauvage approchait, et les personnages clés de cette trame devaient émerger. Éphérène faisait partie de ces élus. Même si elle manquait encore de maturité mentale et de conscience magique, Deculin était convaincu qu'elle parviendrait à surmonter ces obstacles et que sa progression serait même remarquable. Il savait que cette croissance représentait un danger potentiel pour lui, mais il n'avait aucune intention de l'en empêcher. Son propre caractère l'empêchait d'abandonner un élève ou de le rejeter. Ce ne fut qu'après le départ d'Éphérène que Deculin entra dans la salle pour inspecter son travail. Il découvrit qu'elle avait mis 6 heures et 25 minutes à le terminer. Il en évalua la qualité, notant qu'elle gardait encore certaines mauvaises habitudes propres à ceux qui n'étaient pas issus du système académique, mais que le résultat était suffisamment bon pour figurer parmi les premiers. Elle avait validé l'épreuve secondaire. Sur sa fiche s'inscrivit automatiquement une récompense, une unité de monnaie. Deculin, alors qu'il s'apprêtait à rentrer, remarqua une silhouette l'attendant à l'extérieur. C'était Ziet von Bruggen-Fredan, le grand frère de Julie, et aussi l'un des principaux promoteurs du projet de mariage entre sa sœur et Deculin. L'un des principaux concernés et non des moindres, n'était autre que celui qui occupait la 3e place dans le classement de puissance des débuts du jeu. Personne ne comprenait pourquoi un tel personnage venait le chercher, et encore moins ce qu'il pouvait bien lui vouloir. Était-ce lié à Fleur de Givre? Même Deculin ne savait plus comment affronter ce type de monstre. Et voilà que quelques instants plus tôt, le frère de Julie, Hit, était venu le trouver. Il avait entendu parler des rumeurs selon lesquelles les relations entre sa sœur et Deculin étaient devenues tendues. Il proposait donc, dans une démarche aimable, de l'inviter à dîner pour apaiser les choses. Deculin, redoutant que le moindre faux pas ne mène à une tragédie irréversible, avait accepté sans oser refuser. Ziet avait déjà réservé un restaurant. Il semblait décidé à jouer pleinement son rôle de médiateur, affirmant qu'il allait jusqu'au bout de ses engagements. L'heure du rendez-vous fut rapidement fixée. Deculin n'avait aucun moyen de se soustraire à cette invitation. Il savait aussi que Ziet mettait toujours les intérêts de sa famille en priorité. S'il venait à interférer dans ses plans, il était incapable d'imaginer les conséquences. Pendant ce temps, du côté de Julie, une conversation avait lieu avec son frère. Celui-ci évoquait le dîner prévu avec Deculin. Julie lui répondit qu'il s'était disputé récemment et qu'elle était bien trop occupée à former ses chevaliers pour perdre du temps avec lui. Ziet tenta de la raisonner, lui rappelant que s'il avait acheté des fleurs de givre, c'était pour lui forger une arme. À ces mots, la colère de Julie éclata davantage. Elle rétorqua que si cette histoire d'arme était vraie, alors elle exigeait la rupture des fiançailles. Ziet à son tour, perdit patience, il lui demanda de réfléchir, n'était-ce pas elle qui affirmait auparavant qu'elle était prête à sacrifier ses sentiments pour le bien de la famille? Il lui demanda si, désormais, quelqu'un d'autre comptait plus que Deculin à ses yeux, elle nia. Il insista, était-ce alors à cause de l'incapacité de Deculin? Elle répondit que ce n'était pas la question, le message était limpide. Ziet conclut en lui disant de se présenter au dîner comme convenu, sans faire d'histoire. Julie n'avait plus le droit de refuser. Enragée, elle s'entraîna en frappant l'air avec son épée pour libérer ses émotions. Quelqu'un l'observait, un chevalier nommé Véron, membre direct de l'ordre qui lui était fidèle. Il loua son habileté à l'épée. Julie, embarrassée de s'être laissée aller devant lui, s'excusa. Mais Véron lui répondit qu'il comprenait parfaitement. Il déclara qu'un être aussi cruel et corrompu que Deculin ne lui correspondait en rien. Il affirma que forcer une telle union n'avait aucun sens, mais il n'eut pas le temps d'aller au bout de sa phrase. Julie le coupa sèchement. Elle lui reprocha de parler dans le dos des gens, affirmant que cela n'était pas digne d'un chevalier. Elle lui enjoignit de ne pas perdre son honneur à cause d'elle. Après ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna. Véron comprit alors les tourments qui rongeaient sa maîtresse et jura, pour gagner à nouveau sa confiance, qu'il agirait. Il voulait prouver sa loyauté par des actes. Dans son propre bureau, Deculin rangeait soigneusement les objets acquis à la dernière vente aux enchères dans un coffre-fort. Un seul élément n'avait pas encore été traité, la fameuse fleur de givre. Jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à la dompter. Elle résistait à sa magie, absorbait continuellement sa puissance.
Dans le jeu, cet objet avait un prix exorbitant et son mode d'utilisation demeurait mystérieux. Deculain se souvenait avoir lu dans un ancien grimoire que certaines épées légendaires devaient être apprivoisées, un processus appelé résonance empathique. Fort de cette idée, il tenta une nouvelle fois d'insuffler sa magie dans la lame. Mais cette tentative consomma 2000 unités de mana, pour un taux de synchronisation n'atteignant que 0,1%. À ce rythme, il lui faudrait au moins une année entière pour y parvenir. Et malgré ses efforts, il ne voyait toujours pas d'autre voie. Il se résolut alors à assister au dîner. Sur le calendrier suspendu au mur, 2 dates étaient entourées. La première était celle du rendez-vous avec Zit. L'autre, 3 jours plus tard, marquait l'anniversaire de la mort de, avant que Deculain ne soit transporté dans ce monde. Le soir venu, Deculain arriva au restaurant. Zit l'Y accueillit en lui annonçant que Julie était déjà à l'intérieur. Lorsqu'il pénétra dans la salle, il la vit, parée d'une tenue somptueuse. Et pour la première fois, lui qui l'avait toujours vue en armure, sentit son cœur chavirer. Pas étonnant que l'ancien Deculain ait autant apprécié Julie. Zit discutait actuellement avec quelqu'un, et Deculain, distrait par la présence de Julie, en oublia presque que cette personne était aussi là. Il s'agissait de Joséphine, la sœur aînée de Julie, venue prétendument assister aux fiançailles de sa cadette. Ce personnage n'était pas à prendre à la légère. Il semblait même particulièrement intéressé par le nom de Deculain. Joséphine, dotée d'un tempérament antisocial marqué, n'était autre que le maître d'une organisation de l'ombre opérant dans tout le continent, spécialisée dans la collecte d'informations. En termes de puissance, elle rivalisait avec Zit lui-même. Joséphine éprouvait une affection singulière pour Julie, et elle s'était faite une habitude perverse de la provoquer. Deculain ignorait pourquoi Joséphine n'avait pas cherché à le tuer jusqu'à présent, mais depuis son entrée dans la pièce, il avait ressenti une hostilité meurtrière constante. Autrement dit, Joséphine représentait clairement la variable mortelle de cette rencontre. Pour Deculain, une seule issue, se concilier les faveurs de Julie, dans l'espoir d'échapper au danger. Zit changea alors de ton et évoqua le sujet de l'addition, puis enchaîna sans transition sur une question bien plus sérieuse. Les fiançailles dataient de 3 ans, quand donc allait-il organiser la cérémonie de mariage? En entendant cela, Julie s'écria aussitôt avec exaspération, « Maître de la maison !» Mais Zit lui coupa la parole avec un soupir empreint de lassitude, tandis que Joséphine, toujours impassible, semblait observer la scène comme un spectateur curieux. Pour survivre, Deculain n'eut d'autre choix que de déclarer que la confirmation de leur relation dépendait uniquement de Julie. Si elle ne souhaitait pas se marier, elle était libre d'annuler les fiançailles à tout moment. À ces mots, Julie serra les dents, les poings tremblants. Zit, quant à lui, sermonna Deculain de ne pas évoquer si légèrement la rupture des fiançailles. Si leur lien se fragilisait, il faudrait plutôt réfléchir à comment le renforcer. D'autant que les anciens de la famille n'accepteraient jamais une séparation. Julie, excédée, l'interrompit d'une voix forte et claire, réclamant un entretien privé avec Deculain. Zit et Joséphine quittèrent alors la pièce, les laissant seuls dans la tension flottante. Resté face à Deculain, Julie l'interrogea d'un ton glacial. Que cherchait-il exactement cette fois-ci? Que voulait-il vraiment? Deculain savait que Joséphine était derrière la porte, à l'écoute. Il n'était pas homme à renoncer facilement, et cette situation représentait pour lui une opportunité. Ne sachant pas à quel point Joséphine connaissait l'affaire, il décida de la convaincre de la sincérité de ses sentiments. Il déclara alors à Julie que tout ce qu'il avait dit jusque-là venait du cœur. Sans surprise, Joséphine écoutait bel et bien derrière la porte. Mais Julie n'y crut pas une seconde. Elle considérait que Deculain ne pouvait pas être sincère. Il tenta de s'expliquer. Désormais, la rupture des fiançailles n'était plus une décision aisée, ni pour l'un, ni pour l'autre. À ce stade, il n'était plus possible d'arrêter ce qui avait été lancé. Furieuse, Julie frappa violemment la table. Elle lui lança que dès avant les fiançailles, il n'avait cessé de manigancer, promettant des bénéfices aux anciens du clan, arguant du danger des combats pour la pousser à abandonner son poste de chevalier et intégrer la famille Uclaine. Et après le refus du corps des chevaliers, il avait même colporté des rumeurs. Était-il encore en train d'ourdir quelque chose de similaire? Tout le monde le savait. L'ancien Deculain était connu pour son obsession et sa folie. Il avait tenté de détruire tout ce qui entourait Julie, ce qui avait nourri chez elle un profond dégoût. Deculain admit calmement qu'il avait été un fardeau pour elle, qu'il avait commis de nombreuses erreurs par le passé, mais qu'il ne comptait plus agir de la même manière à l'avenir. Julie pourtant, restait méfiante. Elle affirma que ses frères et sœurs étaient du même avis qu'elle. Pourquoi donc s'acharnait-il à l'empêcher de rompre les fiançailles? Ce n'était pas seulement pour la réputation de la famille, n'est-ce pas? Elle lui asséna qu'un véritable chevalier, s'il voulait être fidèle à ses idéaux, devait s'émanciper de l'influence familiale. Elle ne comprenait plus rien à ses intentions. Pour sa part, elle savait qu'elle n'était pas digne de lui. Deculain déclara alors avoir trouvé une solution. Julie le pressa de s'expliquer. Il alla droit au but, il n'y avait qu'un seul moyen pour lui, maintenir les fiançailles, mais ne pas se marier. Il avoua qu'il aurait préféré la libérer de ce lien, mais que leurs intérêts étant désormais trop imbriqués, il n'en avait plus la capacité. Elle pouvait aussi considérer cette relation comme un bouclier, un outil pour accomplir ses propres rêves.
Julie soupçonnait toujours Deculain de manigancer quelque chose. Il répliqua qu'il ne cherchait rien à obtenir d'elle. Et s'il devait formuler un souhait, ce serait simplement qu'elle lui accorde un sourire une fois par mois. Ce que Deculain désirait se résumait à cela. À l'écoute de ces paroles, Julie rougit violemment, et même Joséphine qui les espionnait en cachette, sentit ses joues s'échauffer. Deculain n'avait prononcé tout cela que pour détourner un danger imminent, une variable de mort qu'il devait absolument éviter. Et pourtant, face à la panique adorable de Julie, il ne put s'empêcher de la trouver irrésistiblement touchante. Il fallait bien l'admettre, depuis quelque temps, même Ogine ressentait les effets de l'influence de Deculain. Une tendresse naissante avait germé en lui à l'égard de Julie. Cette dernière, retrouvant peu à peu son sang-froid, affirma qu'elle ne se laisserait pas duper par quelques mots, même répétés 1000 fois. Quant à Joséphine, en entendant ce que Deculain venait de dire, elle décida de ne pas interférer pour l'instant et de leur laisser un peu de temps. Un message du système s'afficha, le destin du méchant a surmonté la variable mortelle, monnaie +2. 3 jours plus tard, Wojin se rendit quelque part d'important. Ce jour-là était entouré sur le calendrier, c'était un jour d'interdit. L'endroit ? Un ancien cimetière. Ces lieux ont le don d'éveiller des émotions nouvelles. Sous la lumière du crépuscule, les pierres tombales reflétaient l'éclat d'un ciel en feu. Deculain ressentait que cette chair n'était pas étrangère à ce décor, car ses souvenirs n'étaient pas les siens, mais bien ceux de Kim Wojin. Il s'agissait d'un épisode nocturne, survenu bien avant sa transmigration. À cette époque, l'ex-petite amie d'un cadre moyen avait proposé d'ajouter quelques easter eggs au jeu. Elle avait même suggéré une modification du scénario de Deculain, arguant qu'on devrait y intégrer un élément fort. Kim Wojin, déjà surchargé de travail et obligé de faire des heures supplémentaires, n'avait pas compris où elle voulait en venir. Il lui avait dit de faire comme bon lui semblait, sans vraiment prêter attention à son idée, considérant que son avis importait peu. Anna lui avait alors expliqué que ce concept, bien que particulier, valait la peine, on ne regretterait pas l'effort fourni. Elle voulait donner à Deculain une fiancée morte, arrachée à lui par un destin cruel. Rien qu'à cette pensée, elle rayonnait d'excitation. Kim Wojin n'avait pas compris ce qui la rendait si heureuse, quelle surprise cachait-elle derrière ce personnage pour que son sourire soit aussi éclatant ? Décidé à recouvrer la mémoire, Kim Wojin s'était mis à fouiller les environs, en quête d'indices. Il ignorait s'il s'agissait d'un pur caprice ou d'un excès malsain, mais il finit par découvrir une tombe portant le nom d'Anna. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi elle avait gravé son propre nom sur une stèle. D'autant plus troublant, le modèle du personnage basé sur la matrice n'était autre que Deculain, et elle-même, en tant qu'ex-compagne, avait été transposée en fiancée défunte. Pourquoi ? En touchant doucement la pierre tombale, Kim Wojin se sentit envahi d'émotions venues d'un autre temps. Il lui sembla entendre la voix murmurée de Anna, comme si elle lui soufflait des souvenirs perdus. Il revit son sourire timide, ses mots d'encouragement, ce jour d'hiver où elle lui avait tendu un manteau, les moments où elle l'avait soutenu sans jamais faillir, même lorsque tout semblait s'effondrer. Pendant 7 ans, elle n'avait jamais quitté son côté. C'était une mémoire tout entière consacrée à cette femme. C'est à ce moment qu'un homme surgit dans le cimetière. Il marmonnait des injures contre ce qu'il appelait un « sale magicien », tout en cherchant Deculain. Après avoir pleuré, Kim Wojin avait finalement retrouvé son calme. Il devait ce sang-froid aux facultés uniques de Deculain. L'homme qui lui faisait face n'était autre que Lockhart. Ce dernier, visiblement surpris, lui demanda s'il le connaissait. Deculain, sans hésitation, répondit par l'affirmative. Dans le jeu, ce sorcier représentait une menace de premier ordre au milieu de l'intrigue. Il possédait une capacité propre, un champ anti-magie qui, dans un certain rayon, annulait tout sort, sans même nécessiter de contact physique. Lockhart se rua droit sur lui. Deculain esquiva l'assaut avec agilité. D'autres attaques suivirent, mais toutes furent évitées. Là où un mage ordinaire aurait déjà mordu la poussière, Deculain répondit autrement. D'un puissant coup de poing, il frappa Lockhart, qui, stupéfait, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Deculain se moqua de lui. Pour une fois, la magie n'était pas nécessaire. Il écrasa ensuite son pied contre le sorcier déchu. Cette force nouvelle venait d'un achat effectué 10 jours plus tôt. Avec 10 unités de monnaie, il avait acquis un renforcement de la qualité magique, améliorant ainsi l'efficacité de ses sorts. Pour une même quantité de mana, sa puissance était désormais décuplée. Un message du système s'afficha, adaptation magique et niveau 1 atteint, préparation à l'étape suivante. Deculain saisit alors une simple rambarde. En l'empoignant, il y laissa une profonde empreinte. Lui-même avait du mal à croire ce qu'il voyait, son corps avait été renforcé. Lockhart s'effondra, battu à plate couture. Un autre message résonna, le secret du méchant a surmonté la variable mortelle, monnaie +2. Il semblerait que le renforcement de la qualité magique se combinait aussi à ses caractéristiques spéciales. Deculain, qui pensait devoir recourir à son ancienne compétence de type homme de fer, pour vaincre Lockhart, constata que grâce à l'amélioration de son trait distinctif, la victoire lui était venue sans effort. Lockhart continuait à vociférer contre Deculain, le traitant de simple tailleur de magie, un parasite incapable de faire quoi que ce soit sans sortilège. Deculain, quant à lui,
comprenait que cette agressivité tirait son origine d'une haine profonde envers les mages. Pourtant ce pouvoir alimenté par la colère semblait désormais trahir son propre porteur. De Culain, décidé à pousser l'Ocarque dans ses retranchements, ajouta calmement qu'il appartenait au peuple des Oni. À ces mots, le corps de l'Ocarque se figea dans un sursaut nerveux, la remarque avait clairement frappé un point sensible. Mais De Culain, dont les forces étaient déjà à bout, venait de déclencher ce que le destin réservait à l'antagoniste, sa propre fin semblait proche. Les Oni, nommés ainsi car entourés à leur naissance d'une membrane fétale rouge écarlate, étaient appelés par le commun des mortels les « parents du sang démoniaque ». Contraints de vivre cachés aux quatre coins du continent, ils étaient considérés comme les ennemis naturels des mages. L'invention même de la magie remontait à une volonté initiale, celle de pourchasser et d'exécuter les démons. Le conflit entre mages et Oni constituait d'ailleurs l'un des axes fondamentaux de ce monde et l'une des quêtes principales de cette histoire. Les Oni, en raison de leur lignée, vivaient avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, constamment traqués, sans répit. Il était même probable qu'à cet instant précis, quelque part, des agents soient en train de les éradiquer. De Culain déclara qu'il comprenait parfaitement l'oppression subie par l'Ocarque et les siens, mais qu'en assassinant des mages innocents, ce dernier ne valait guère mieux qu'un monstre. L'Ocarque furieux, lui somma de se taire, l'intimant de l'exécuter s'il le souhaitait, mais sans déverser ce qu'il considérait comme des absurdités. Pour lui, les Oni n'avaient rien d'innocent. À cet instant, l'Ocarque était convaincu que De Culain délirait. Il se considérait comme un noble de sang pur, issu de la maison de Yuklen, une famille réputée pour ne jamais avoir perdu leur raffinement. Il expliqua qu'il ne se départait de son bon goût que dans des cas très précis, notamment lorsqu'il faisait face à « enfin », il n'alla pas jusqu'au bout. Depuis l'Antiquité, la lignée des Yuklen était connue pour chasser les démons. Leur sang s'embrasait à la seule vue d'un démon, un instinct bestial, incontrôlable. Pourtant, il faisait remarquer qu'il ne s'était pas laissé emporter, pas même face aux provocations de l'Ocarque. C'était bien la preuve de sa maîtrise. Il conclut que ce n'était certainement pas lui qui vacillait, alors l'Ocarque devait être humain, n'est-ce pas? L'Ocarque en resta bouche bée. De Culain avait osé lui dire la vérité en face. Pour lui, cela faisait partie de l'éthique que se devait de garder un noble. C'est alors qu'un bruit attira leur attention. Quelqu'un venait d'arriver. Profitant de la surprise, De Culain asséna un coup de pied à l'Ocarque pour le neutraliser. Il lui souffla qu'il ferait mieux d'accepter son arrestation sans faire d'histoire. L'auteur de cette intervention était un mage du nom de Ropa, arrivé sur les lieux par hasard. Il ne put s'empêcher de complimenter De Culain sur la grâce de son coup de pied, digne d'une affiche de film. De Culain, d'un geste élégant, invoqua un sort, une lumière blanche se matérialisa peu à peu en une structure solide. Même Ropa n'en revenait pas, il n'aurait jamais cru qu'un sortilège puisse produire un effet aussi raffiné. De Culain lui répondit qu'une méthode classique n'aurait jamais suffi à retenir un homme comme l'Ocarque. Il remit alors à un officier de police un fil d'acier spécialement conçu pour neutraliser ce type d'adversaire. Le policier perplexe confessa qu'il ignorait comment le prisonnier avait pu s'évader, même le radar magique n'avait rien détecté. De Culain demanda ensuite à Ropa comment il avait pu arriver si vite, ce à quoi ce dernier expliqua avoir été alerté par un signal d'urgence. Non loin de là, une silhouette les observait, écoutant chaque mot. Une fois l'affaire terminée, De Culain quitta les lieux. Par chance, l'incident n'avait pas fait couler une goutte de sang. Il se disait qu'il n'avait aucune envie de blesser qui que ce soit, tant qu'il restait des traces de sa présence ici. Le lendemain, De Culain poursuivait son entraînement. Sa sœur, Julie, lui avait personnellement apporté un parchemin de chèvre effrayé. Avec son air boudeur habituel, De Culain déclara que prendre soin de sa famille dans les moindres détails faisait partie de ses devoirs en tant que chef de clan. Le contenu du parchemin était clair, des démons étaient récemment apparus dans les montagnes des ténèbres. Une invitation était lancée à tous les concernés pour se rendre à Berthe afin d'en discuter. Le système émit alors un signal, la quête principale venait d'être mise à jour. Julie fut informée qu'ils devraient s'y rendre tous les deux dans une semaine. Elle proposa aussitôt d'emmener le chauffeur de la famille, au cas où ils auraient besoin d'un garde du corps, l'homme ayant autrefois servi dans les forces spéciales. De Culain rétorqua que c'était précisément le genre de personne dont il n'avait pas besoin. Julie insista pourtant, un garde du corps était indispensable. Le voyage jusqu'à Berthe était dangereux et pourrait bien leur coûter la vie. Face à son inquiétude, De Culain lui demanda si elle s'en faisait pour lui. Julie, piquée au vif, nia aussitôt, arguant qu'elle ne voulait simplement pas qu'il meure juste après lui avoir passé le titre de chef. Elle lui assura qu'il n'avait pas à s'en faire, elle trouverait quelqu'un de fiable. Au quartier général des chevaliers, Julie poursuivait son entraînement. À ses côtés, un vieux chevalier, le front plissé d'inquiétude, venait de recevoir une mission cruciale. Il hésitait à en faire part au reste de l'ordre. Soudain, Véron apparut derrière lui, le faisant sursauter. Le vieux chevalier lui expliqua la situation, il s'agissait de protéger De Culain, ou plutôt, d'assurer la sécurité de tout un train où ce dernier allait embarquer. Véron, d'abord contrarié, finit par convenir que cette mission était importante. S'ils la menaient à bien, leur réputation s'en trouverait grandie, tout comme leurs finances. Le vieil homme craignait cependant que leur commandant, Julie, soit concerné.
Véron lui répondit que cela n'avait aucune importance, leur commandant saurait faire la part des choses entre affaires personnelles et devoirs. Rassuré, le vieux chevalier partit directement voir Julie, laissant Véron seul, le regard sombre. La conférence de Berthe, quant à elle, devait rassembler tous les mages du continent. Même ceux ne dépendant pas de la Tour des Arcanes avaient reçu l'invitation. L'influence de Berthe dominait l'ensemble du monde magique. Un événement aussi rare, organisé seulement tous les 10 à 15 ans, ne pouvait être ignoré. Seuls les membres des plus grandes familles de renom venus des 4 coins du monde avaient le privilège d'assister à cette réunion. La convocation de Berthe était connue sous le nom sinistre de « Tombeau des mages ». La convocation était lancée. Dans une semaine, de Culain prendrait la route de Berthe. Une route légendaire, semée d'embûches, que l'on surnomme depuis des siècles le Tombeau des mages. Sur 10 mages, 5 n'en reviennent jamais. Et pourtant, de Culain n'a d'autre choix que d'y aller. Cette fois c'est Véron, le cadet de Julie, sa fiancée, qui sera chargé de le protéger. Mais comment protéger un homme que l'on méprise? Et si dans ce train, le danger ne venait pas des monstres tapis dans l'ombre, mais de l'intérieur même de son escorte? La route vers Berthe commence, et avec elle, un voyage où chaque regard peut cacher un poignard. Si tu veux savoir comment de Culain survivra à ce périple maudit, abonne-toi, like et partage pour ne rien rater du prochain épisode.